L'équipe de France de rugby. Depuis la création dans les années 80 de la Coupe du Monde de rugby, on a pleuré, ri, crié. On a été heureux, parfois ému, souvent triste. Parce que oui, le rugby tricolore nous a habitués à de grands moments de joie, mais encore plus souvent à des grands moments de peine. Tout commence dès 1987, acte de naissance de cette fameuse Coupe du Monde. La France est en finale pour sa première édition, mais s'incline contre la plus grande nation de tous les temps dans ce sport, la Nouvelle-Zélande, sur le score de 29-9. À cette époque, après cette finale, le peuple français est frustré, mais également fier. L'équipe de France joue à armes égales avec les plus grandes nations du rugby mondial. Et tout le monde en est quasi certain, son heure viendra. Son heure en 1991 n'est pas encore arrivée, battue par des Anglais trop dominants en quart de finale. En 1995 non plus, alors que l'équipe de France est au sommet de sa gloire, avec des joueurs tels que Philippe Saint-André ou Émile Ntamak. Mais encore une fois, elle échouera aux portes de la finale, dominée par les futurs champions du monde sud-africains, dans une rencontre qui n'aurait sûrement à nos jours pas eu lieu de par son contexte. Mais on ne réécrira pas l'histoire. En 1999, cette fois-ci, c'est la bonne. Toute la sphère française du rugby croit en la victoire des Bleus, après avoir triomphé de la Nouvelle-Zélande en demi-finale, dans une rencontre exceptionnelle que les plus chanceux d'entre nous gardent en mémoire. Mais encore une fois, les tricolores, emmenés par Raphaël Ibanez et Fabien Galtier, sont dominés en finale par l'Australie 35-12. La France a laissé passer sa chance, et en 2003, ils ne pourront rien faire face à leurs pires ennemis, l'Angleterre, emmenés par un irrésistible Johnny Wilkinson, qui amènera le 15 de la Rose vers un premier sacre historique pour le rugby européen. En France, on commence à parler de malédiction, surtout en voyant le frère ennemi brandir la coupe. 4 ans plus tard, en 2007, l'équipe de France a le vent en poupe, une équipe de colosses à l'image de Sébastien Chabal, veulent enfin conjurer le sort et toucher du doigt leurs rêves. Après avoir sorti les All Blacks en quart de finale dans un des plus grands matchs du rugby tricolore, les Bleus iront défier l'Angleterre pour une place en finale. Mais malheureusement, comme en 2003, bis repetita. L'Angleterre met fin aux espoirs de l'équipe de France et rejoindra l'Afrique du Sud, futur champion du monde cette année-là en finale. Alors en 2011, lorsque l'équipe de France retrouve la finale, 12 ans après la précédente et 24 ans après sa première finale, le monde du rugby et ses fans français veulent croire en l'exploit et enfin briser cette malédiction qui pèse sur l'équipe de France depuis 1987. Mais face à eux, se dressent comme lors de leur première tentative, 24 ans plus tôt, les monstres néo-zélandais. Après une phase de poule loin d'être convaincante, gagnant ses 2 premiers matchs laborieusement face au Japon et au Canada, l'équipe de France se vit infliger une fessée par la Nouvelle-Zélande, 37-17, et s'inclina face à la modeste équipe des Tonga 19-14. Malgré ce premier tour en demi-teinte, elle finira 2e de son groupe et se qualifiera pour les quarts de finale, où elle rencontrera l'Angleterre pour un nouveau choc entre les 2 plus grandes nations du rugby européen. La France, déterminée à prendre sa revanche face à l'équipe qui les a éliminés 2 fois de suite lors des 2 dernières Coupes du Monde, ne fit aucun cadeau à un 15 de la Rose dépassé par la détermination et le collectif français. 16-0 à la mi-temps, le roc avant bleu avait été intraitable et avait fait dérailler la machine anglaise. 19-12 à la fin du match, grâce à des essais de Claire et Médard, à la botte de Yashvili et grâce à un drop en fin de match de Trinduc, qui mettra fin aux espoirs anglais. Les Bleus avaient enfin obtenu leur revanche et avaient lavé l'affront des 2 précédentes éditions. En demi-finale, elle affrontera pour la première fois de son histoire en Coupe du Monde le Pays de Galles, un 15 du poids redoutable, vainqueur de l'Irlande en quart de finale et emmené par des joueurs confirmés tels que Phillips, Jones, Williams et une jeune garde ambitieuse avec Alf Penny ou Jonathan Davis entre autres. La rencontre est cadenassée, malgré une supériorité numérique acquise à la 18e minute après une cathédrale de Warburton sur Vincent Clerc. Les Bleus s'en remettront à un jeu minimaliste et étriqué, au manque de réussite de Stephen Jones face au but, mais surtout grâce à la botte de Morgan Parra. Pour remporter la victoire 8-9, et passera donc par un trou de souris pour accéder à cette tant attendue finale contre les All Blacks.
Cette finale, on y est enfin. 23 octobre 2011, à 10h, dans le mythique stade des Néo-Zélandais l'Eden Park. La Nouvelle-Zélande veut retrouver son trône du rugby mondial. Elle qui n'a plus gagné depuis la première Coupe du Monde en 1987. Toujours présente, toujours favori, toujours crainte, mais plus jamais vainqueur depuis 24 ans. Emmenés par leur talonneur et capitaine Richie McCaw, les All Blacks sont en promenade de santé depuis le début de leur Coupe du Monde. Premier de leur groupe, facile vainqueur de l'Argentine en quart, puis largement dominateur en demi face à l'Australie. La Nouvelle-Zélande broie tous ses adversaires et s'avance en énorme favori ce 23 octobre. Mais face à eux, l'équipe de France. Une équipe que personne n'attendait en finale lors de cette édition. Pas assez spectaculaire, pas assez rapide, un jeu basé sur l'aspect physique et sur les mauls. La France, qui on peut le dire n'avait pas réalisé un grand tournoi, mais qui avait franchi les étapes une à une et qui avait maintenant la possibilité d'enfin inscrire son nom au palmarès des vainqueurs de la Coupe du Monde de rugby, après avoir perdu 2 fois en finale. Ce match sera historique avant même le coup de sifflet de début de match. Comme le veut la tradition, le haka légendaire des All Blacks se fait ressentir et galvanise tout le stade d'Auckland. Mais les Français ne se laissent absolument pas impressionner par leurs adversaires et enclenchent le pas en direction des Noirs. Thierry Dussautoir, capitaine de toujours, s'arrête juste devant le premier Néo-Zélandais. Et à eux 15, ils formeront le V de la victoire. L'engouement était au summum, tout le peuple français était en transe avant ce début de match, et les Bleus aussi. Le match commence et d'emblée les Français mettent la pression aux All Blacks, alignant pendant 12 minutes une énorme séquence de jeu. L'intensité de ce début de match est ahurissante, à tel point que dès la 12e minute, Morgan Parra, bien ciblé par les Blacks depuis le début de la rencontre, doit sortir sur saignement et est remplacé par François Trinduc. Au quart d'heure de jeu, les All Blacks trouvent la brèche et Woodcock s'en va aplatir le premier essai du match. 10 minutes plus tard, alors qu'il venait à peine de rentrer, Parra subit une nouvelle fois un terrible tampon et doit sortir définitivement. Les Néo-Zélandais avaient un plan sur l'ouvreur français et l'avaient mis à l'œuvre avant la 30e minute du match. Mais les Bleus répliquent et se vengeront en faisant sortir Cruden, l'ouvreur black, remplacé après une blessure au genou droit. Le bras de fer est intenable. Les Blacks dominent mais ne convertissent aucune des 2 pénalités offertes par l'arbitre du match Craig Joubert. 5-0 à la mi-temps, tout reste à faire entre les 2 équipes. Au coup d'envoi de la 2e mi-temps, l'heure de la révolte a sonné pour les tricolores, revenus sur le terrain avec le couteau entre les dents. Mais l'excès d'engagement va alors leur coûter une pénalité, bien transformée par Donald. Le score est de 8-0, quand soudain, à la 47e minute, le réveil bleu est en marche. Sur une grande séquence de jeu orchestrée par Trinduc, le capitaine Thierry Dussautoir plonge en terre promise et inscrit le premier essai français de cette finale. Trinduc, toujours lui, convertira la transformation, et les Bleus reviendront à une longueur des All Blacks, pour une dernière demi-heure palpitante et remplie de suspense. Après l'essai du Sautoir, le doute s'installe du côté des Néo-Zélandais. Wepu rate son dégagement et envoie directement le ballon en touche, ce qui correspondra à une mêlée sur la ligne médiane. Les Blacks, bien plus brouillons dans leur passe et davantage nerveux en défense, en témoigne cette action de Trinduc qui cassera 2 lignes Black et s'en alla vers l'embut avant que Wepu ne parvienne à l'arrêter d'une somptueuse cuillère. À la 65e minute, le remplaçant de Morgan Parra aura la pénalité de la gagne à une 40aine de mètres des poteaux Blacks. Malheureusement, il échouera dans sa tentative ambitieuse et ne pourra donner l'avantage aux Bleus pour la première fois de la partie. Les 2 équipes se livreront une bataille dantesque en fin de match, aucune d'entre elles ne voulant céder. Et puis vient le drame. Les 10 dernières minutes ne seront à montrer dans aucune école d'arbitre de rugby, tant les erreurs sont nombreuses et grossières. Craig Joubert, arbitre sud-africain avec avant ce match une superbe réputation dans la sphère du rugby, à tel point qu'avant le match, le sélectionneur de l'équipe de France, Marc Lièvremont, dira qu'il a entièrement confiance en lui. La suite ne lui donnera pas raison. Joubert multipliera les erreurs à l'encontre des Français, oubliant 2 hors-jeu des Blacks lors des 5 dernières minutes. Davantage concentré sur les paroles de Richie McCaw que sur son sifflet, M. Joubert gâchera la fin de match par ses erreurs d'appréciation, qualifiées comme grotesques pour certains. Eddie Butler, ancien numéro 8 du Pays de Galles et éditorialiste pour le Guardian, confirmera « L'arbitrage a été minable. C'est inacceptable de voir de tels agissements. C'est à croire que l'on veut rester entre nous, entre anglo-saxons. » Puis viendra cette dernière minute, où tout le peuple français n'y croira déjà plus vraiment.
Après une conservation des All Blacks jusqu'à la sirène et une faute de Zarzeski, l'arbitre sonnera le coup de sifflet final et ainsi, avec lui, les rêves de victoire de l'équipe de France s'envolèrent. Agressif, combatif, héroïque, ces Bleus l'avaient été. Mais à la fin, encore une fois, c'est l'équipe de France qui perd. Le pack avant avait été extraordinaire lors de cette finale. Toute l'équipe était dans un état indescriptible, comme le réaffirme Alexis Palisson 10 ans après. Nous étions dans une transe indescriptible. Je n'ai jamais stressé avant un match de rugby, mais pour cette finale, j'ai senti le stress monter 2 jours avant. Cette finale a eu les mérites de convaincre la presse internationale. Cette équipe de France qu'on qualifiait de braqueur avant ce match d'une folle intensité. Cette finale fera couler beaucoup d'encre d'ailleurs. Craig Joubert ne passera pas entre les mailles du filet et sera fusillé par tous les médias. Les Bleus aussi avaient un sentiment amer concernant l'arbitre sud-africain. On savait qu'il n'allait pas siffler, sinon il n'allait pas pouvoir sortir du pays, avait déclaré Barcella à l'issue de cette finale. Vincent Clerc avait rajouté « On n'a pas eu les pénalités qu'il fallait dans leur camp. On n'en a pas eu une seule en deuxième mi-temps. On ne les a jamais eues alors qu'il y a eu quelques actions plus que litigieuses. On était venu là pour être champion du monde. On aurait dû l'être, je pense, sur ce match. » Des propos qui témoignent de la frustration des Français, hier comme aujourd'hui. Un sentiment au goût d'injustice, encore une fois pour ces Bleus. La fierté était présente malgré tout, et le panache de l'équipe de France avait été plus que perceptible. Mais décidément la pièce ne tombait jamais du bon côté. Ah, l'équipe de France de rugby. Peut-être maudite, et en tout cas jamais championne du monde. Pourtant elle en a fait rêver plus d'un, que ce soit en 1987, en 1999, ou cette fois-ci en 2011. Et on espère un jour, enfin, que pour l'équipe de France, son heure viendra. Tout le monde en est quasi certain.